Alors, ce sont des résultats qui ont été salués évidemment par les investisseurs et les marchés financiers. Meta qui a dégagé 62 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Ce sont vraiment des résultats financiers qui sont exceptionnels, il n'y a rien à redire. Ah oui, sur le plan des résultats, bien sûr, puisque s'ils sont en progression de près de 20%, c'est absolument c'est très impressionnant et c'est surtout le chiffre d'affaires qui, lui, augmente, ce qui n'est pas évident, puisque on sait que le chiffre d'affaires de Meta, hein, donc Meta, c'est Facebook, WhatsApp, Instagram, hein, guère plus, eh bien, il est quasiment intégralement composé par la publicité. Le marché de la publicité, il est volatile. Et donc, c'était pas du tout évident. Et effectivement, ce chiffre d'affaires qui a très fortement augmenté, c'est effectivement une bonne nouvelle pour Meta. Il gagne beaucoup d'argent avec la publicité. Et en plus, ça lui permet d'accroître ses investissements de façon très importante à un moment où il va en avoir besoin. Je vous lis évidemment, je lis Le Monde et je lis vos articles quasiment tous les jours. Vous écrivez que ces résultats financiers exceptionnels de Meta constituent une nouvelle preuve de la capacité du capitalisme américain à se réinventer, à se renouveler, c'est-à-dire. Bon ben, c'est-à-dire que les gagnants, les plus grandes entreprises américaines aujourd'hui, celles qui gagnent le plus d'argent, qui rapportent, qui ont les chiffres d'affaires les plus importants, eh bien, ce sont des entreprises qui, il y a 20 ans, étaient encore extrêmement modestes. Et donc, l'essentiel aujourd'hui, enfin, une grosse partie de la création de richesse aujourd'hui aux États-Unis vient des acteurs du numérique, dont certains n'existaient même pas en l'an 2000, hein, comme c'est le cas pour Meta. Et leurs résultats aujourd'hui, ils ont une telle hégémonie au niveau mondial que leurs résultats aujourd'hui sont absolument considérables. Ce sont eux qui constituent les locomotives des marchés financiers américains. La bourse, si on enlève vous savez, les fameux Magnificent Seven et les sept plus grandes entreprises du numérique, eh bien, les performances de la bourse américaine seraient beaucoup plus faibles, voire stagnantes. Donc, c'est extrêmement important comme signe de renouvellement pour le capitalisme américain d'avoir su créer, grâce à l'innovation, des entreprises qui, sur la durée, ont créé autant de richesses. Comment est-ce que Mark Zuckerberg compte réutiliser ses profits colossaux? Il nous a dit vouloir investir dans l'intelligence artificielle. Après, est-ce que c'est bien raisonnable, surtout au vu de l'actualité et de l'émergence de ce chat GPT chinois, DeepSeek, dont on a parlé ici, qui n'a nécessité, en théorie, si on croit ce qu'on nous dit, que quelques millions de dollars d'investissement? Alors, c'est un peu la caractéristique, pour continuer sur ce qu'on a dit effectivement sur ces acteurs du numérique. Une autre caractéristique, c'est qu'ils sont hégémoniques, ça, c'est ce qui leur fait gagner beaucoup d'argent, mais aussi qu'ils prennent de grands risques, c'est-à-dire qu'ils investissent des sommes extrêmement considérables pour le futur, avec des résultats qui sont pas du tout assurés, hein. Et donc, c'est vrai que là, par exemple, Meta a enregistré un bénéfice 2024 de plus de 60 milliards. Et ben, il va l'investir totalement ce résultat dans la construction de grands centres de données uniquement pour 2025, avec des data centers, hein, absolument gigantesques. Il y en a un qui fera une bonne partie de la taille de Manhattan, dit Mark Zuckerberg. Donc, ce sont des centres de données absolument gigantesques. Et l'idée, évidemment, c'est de construire des barrières à l'entrée dans son métier, en supposant que dans l'âge de l'intelligence artificielle, qui sera crucial pour des entreprises comme Meta ou Google, eh bien, elles auront un coup d'avance parce qu'elles auront des capacités de calcul considérables qui sont très importantes pour l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, vous le mentionnez, il y a juste un petit caillou dans la chaussure, mais qui est quand même important, c'est que donc lundi dernier, il y a un Chinois, il y a DeepSeek, totalement inconnu, monté par un gestionnaire de fonds chinois, et qui arrive à avoir des résultats à peu près équivalents à celui d'un chat GPT, mais qui a coûté beaucoup moins cher
à élaborer. Et donc, cette promesse-là, elle a un aspect positif pour l'intelligence artificielle parce que ça va démocratiser de façon très large cette percée technologique. Mais d'un autre côté, pour les grands acteurs qui se sont très engagés dans l'intelligence artificielle et qui ont leurs propres champions, hein, eh bien, c'est une difficulté supplémentaire dans la mesure où ça fait arriver des acteurs beaucoup plus économes et puis, quelque part, ça rend leurs investissements qui se comptent maintenant quasiment en centaines de milliards de dollars, parce qu'il y a les 65 milliards de Meta, mais il y a aussi Microsoft derrière qui investit des sommes à peu près équivalentes. On sait que Donald Trump a mis en scène cette semaine l'annonce extrêmement spectaculaire d'un investissement de 100 milliards avec OpenAI et le gestionnaire de SoftBank et de fonds et qui pourrait être porté à 500 milliards en 4 ans. Donc c'est une avalanche d'argent qui est très très importante. Et puis effectivement, il y a cette nouvelle chinoise qui montre que l'argent ça suffit pas, que qu'on peut aussi faire peut-être des choses pour beaucoup moins cher. Et donc ça rebat un peu les cartes et il y aura, comme toujours, des gagnants et des perdants. Mais disons que ça montre en tout cas que le jeu de l'intelligence artificielle n'est pas figé. Ouais, sachant que beaucoup d'argent est investi, mais aussi beaucoup d'argent a été englouti, on pense à Meta, dans la réalité virtuelle. Mais Meta qui a englouti ce chiffre de 17 milliards rien qu'en 2024, sans résultat. Ouais, ça c'est la démonstration de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des acteurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui prennent aussi beaucoup de risques. Effectivement, il y a quelques années, Facebook, qui s'appelait Facebook, et donc Mark Zuckerberg a dit, moi je pense que l'avenir, c'est la réalité virtuelle, c'est le métavers, vous savez, c'était la grande mode, et donc je vais investir tout mon argent là-dedans pour devenir, pour faire finalement du réseau Facebook le premier métavers du monde. Et effectivement, il a dépensé énormément d'argent. Il a même rebaptisé son entreprise Meta pour bien montrer que c'était sa priorité. Et pour l'instant, c'est un flop gigantesque. Et ça veut dire qu'il a perdu, depuis le début, effectivement, près de 17 milliards. C'est considérable. Et ce qui est considérable aussi, c'est de penser qu'une entreprise qui a perdu 17 milliards dans un investissement qui n'a pas, qui pour l'instant en tout cas n'a pas donné suite, eh bien cette entreprise elle continue à gagner beaucoup d'argent et à faire de nouveaux paris. Alors cette fois dans l'intelligence artificielle, mais effectivement ça montre que ce sont des acteurs qui sont toujours sur des stratégies de risque. Comment est-ce qu'il voit Mark Zuckerberg l'année 2025? Alors, lui, il pense que ça va être l'année absolue de l'explosion de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Ils sont plusieurs, hein, parce que, par exemple, Tesla, qui publiait ses résultats hier, non, mercredi, a également annoncé que 2025, ça allait être l'année qui va un petit peu tout casser. Effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait en 2025 les premières applications, parce que pour l'instant, à part ChatGPT et le fait qu'on peut lui poser des tas de questions et il apporte des réponses plus ou moins pertinentes, eh bien, 2025 pourrait être la première année où il va y avoir un certain nombre d'applications réelles chez les industriels utilisateurs, parce que finalement, tous ces géants du numérique, ce qu'ils espèrent, c'est que des grandes entreprises dans le monde s'en emparent pour fabriquer des médicaments, construire des ponts, fabriquer des automobiles, etc. Par exemple, dans le cas de Tesla, l'idée d'Elon Musk, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des voitures autonomes. Et il dit, nous, on a une avance considérable, on est les meilleurs du monde pour l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, au mois de juin, on va lancer des robots-taxis au Texas, etc. Et ça montre bien qu'effectivement, ce sera une année qui sera assez cruciale pour tous ces acteurs, parce qu'on est dans un moment de rupture technologique
Et quand on est dans le numérique, les ruptures technologiques, ça peut faire très très mal et assez rapidement. Avant de se quitter, juste Philippe, vous disiez que le numérique, c'est vrai que c'est la richesse de l'Amérique. On a eu d'autres géants, Microsoft aussi qui a publié ses résultats. On a eu Apple qui venait publier trimestre record, mais avec des ventes d'iPhone qui stagnent. Juste avant le lancement mondial d'Apple Intelligence, qu'est-ce qu'on peut dire des GAFA au-delà de Meta? Alors, Apple, c'est un cas intéressant parce que de très loin, c'est la plus grosse de toutes ces entreprises-là, hein. Il faut bien comprendre que c'est une entreprise qui gagne plus de 120 milliards de chiffre d'affaires par trimestre, hein. Chaque trimestre, elle a un bénéfice qui est quasi à peu près le double de celui de Meta, hein, autour de 40 milliards, de 36 milliards pour le dernier. Et c'est donc une réserve colossale qui a aussi un cash absolument faramineux. Et l'autre différence par rapport à ces autres acteurs du numérique, c'est que c'est un industriel. C'est industriel au sens où elle fabrique des produits et elle vend des produits. Alors ça a un avantage parce que effectivement ça donne plus de stabilité, mais en revanche effectivement elle peut être menacée par certains marchés et notamment par la Chine. C'était à une époque le premier vendeur de téléphones, de smartphones en Chine. Aujourd'hui, eh bien, les ventes, ces ventes plongent. Ces ventes en Chine ont perdu plus de 10% sur le dernier trimestre. Et donc, c'est un vrai sujet dans la mesure où le seuil iPhone représente la moitié de ce chiffre d'affaires colossal. Donc, c'est un vrai sujet d'inquiétude pour Apple. Mais il y a aussi un sujet plutôt de, de- d'espérance, d'optimisme pour cette entreprise, c'est que son activité de service est en très forte progression. Elle a encore augmenté de façon très importante au dernier trimestre. Et ça, c'est le signe que c'est une entreprise qui maintenant commence à sortir de sa monoculture de l'iPhone. Son activité de service, c'est essentiellement les applications, le fameux magasin d'applications d'Apple, l'App Store, mais c'est aussi le iCloud, c'est aussi de la musique, du cinéma. Et tout ça, ça marche bien et ça valide finalement cette politique d'Apple d'essayer de sortir. Mais elle reste encore extrêmement dépendante de l'iPhone. Pour l'instant, ses résultats en dépit de l'histoire chinoise, arrivent à être bons, arrivent encore à être en progression. Mais c'est vrai que il y a sur le long terme un risque un peu plus grand et probablement d'ailleurs, on rejoint le début, mais une probable bagarre avec Meta sur les nouveaux objets connectés. Meta lance des lunettes, Apple a des montres, elle a des masques, des choses comme ça. Donc il va y avoir aussi, la bagarre va se déplacer aussi sur ce terrain. Bagarre entre titans. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe. Bonne journée. Merci David. Salut.